Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Théorie et pratique. Les prévisions économiques ont été inventées pour donner du crédit aux prévisions météorologiques. Blague d'économiste. Il est très important de pouvoir confronter les positions théoriques à la réalité des faits, faute de quoi tout le travail des communistes se limiterait à des incantations, et à ressasser des idées toutes faites. Le marxisme a démontré que le mode de production capitaliste connaissait régulièrement des crises de surproduction, selon un cycle d'à peu près 10 ans à l'époque de Marx, et qui avait tendance à se raccourcir. Depuis 40 ans dans tous nos travaux sur la crise, confère communisme ou civilisation, nous avons évalué à environ 6 ans la durée du cycle post-Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, s'ouvre une période générale d'accumulation du capital sans précédent. La vérification des faits sert un double enjeu. Premièrement, il s'agit de conforter la théorie en la vérifiant, deuxièmement, il s'agit de prévoir. Les erreurs de prévision, le marxisme en fait souvent, pose à chaque fois, de façon plus cruciale, le besoin d'un nouveau pas en avant sur le plan scientifique, à moins que la théorie n'ait été définitivement balayée. Marx n'a jamais pu mener complètement à bien l'étude du cycle des crises, tandis que nous disposons aujourd'hui d'une masse de matériaux bien plus importante que de son temps. Il importe donc de poursuivre cet effort scientifique et de porter plus haut la conception matérialiste de l'histoire. Les crises n'apportent pas automatiquement la révolution, ni même des ripostes prolétariennes, mais il n'y aura pas de révolution sans crise. Leur retour périodique et leur aggravation, en tendance, sont de nouvelles confirmations de la validité de la théorie et du fait que le mode de production capitaliste doit laisser la place à une forme supérieure de l'organisation sociale sous la forme d'une société sans classe, le communisme. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur les données issues des statistiques américaines, du cycle d'accumulation aux États-Unis depuis 1929 et plus précisément, depuis 1947. Le rassemblement de ces données et la systématisation de la conjoncture des cycles qu'il rend possible, visent à fournir des éléments originaux, en parfaite conformité avec la théorie de Marx et Engels pour une analyse des cycles. 2. Cycle et crise. Depuis la Première et plus encore, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la première puissance au monde, le centre de la contre-révolution et le cœur de la production capitaliste. Ce faisant, le cycle de la production capitaliste, à l'inverse de la tendance générale de celle-ci, s'y est allongé, témoin du vieillissement du capitalisme états-unien et de son accès au devant de la scène. Plusieurs erreurs sont commises lorsque l'on parle de la crise, y compris malheureusement dans le camp révolutionnaire. D'abord, rappelons une première fois qu'il s'agit des crises propres au mode de production capitaliste le plus moderne, celui qui est inauguré par la révolution industrielle. Ces crises, spécifiques du mode de production capitaliste le plus développé, sont les crises de surproduction. La première date de 1825 et depuis on peut en dénombrer près de 30. Pour le marxisme, les crises sont périodiques. Parler de la crise, dans le sens d'un phénomène permanent comme le font nombre de commentateurs n'aurait de sens que si le cycle disparaissait pour laisser place à une stagnation permanente, une crise chronique. De telles tendances ont pu être décelées à certaines époques de l'histoire du mode de production capitaliste, mais ce n'est absolument pas le cas de ces 40 dernières années. Selon la Vulgate, répétée ad nauseam, la crise a commencé avec la fin des soi-disant 30 glorieuses, c'est-à-dire avec la première grande crise d'après-guerre qu'il était impossible de nier. Dans les périodes d'accumulation du capital, le développement d'une surpopulation relative est un puissant facteur de création et d'entretien d'une armée de réserve industrielle. Chômage, inégalité sociale et misère ne sont en rien corollaires de crise. Si le mode de production capitaliste pouvait enrichir toute la société au même niveau, il ne serait plus le capitalisme et d'ailleurs on ne voit pas trop bien pourquoi on chercherait à le renverser. Par conséquent, ce n'est pas en examinant les courbes de chômage ou des différences de revenus que l'on délimite la crise, même si évidemment, dans les périodes d'accumulation, la bourgeoisie a plus de moyens pour arrimer le prolétariat au char du capital afin de maintenir sa domination. À l'inverse, la situation du prolétariat s'aggrave brutalement au moment même des crises. C'est d'ailleurs pour cette raison
que le parti prolétaire a toujours lutté pour que la situation du prolétariat soit d'autant meilleure en période d'accumulation, qu'il faut veiller à se prémunir au mieux pour faire face aux périodes de crise. Il n'en demeure pas moins que les effets répétés des différentes crises, le ralentissement de l'accumulation et l'accroissement de la concurrence de plus jeunes capitalismes, concurrence qui est pour une part le produit du développement des entreprises multinationales, ont miné les marges de manœuvre de la bourgeoisie des pays capitalistes les plus développés, ce qui l'a conduit à revenir sur ce qu'elle avait ou pouvait accorder à d'autres époques. Outre que nous maintenons que les crises ont un caractère périodique, on notera que nous n'employons jamais, sinon par inadvertance, les concepts de crise systémique, crise structurelle, récession. Autant de concepts forgés par la bourgeoisie pour justifier l'éternité du mode de production capitaliste et tenter de lui trouver une autre issue que la révolution prolétarienne. Les crises de surproduction sont justement ces crises spécifiques du mode de production capitaliste le plus développé. Ce sont des crises catastrophiques qui affectent la totalité du produit social. Elles sont un produit organique de ce mode de production. Il est inutile de faire référence dans ce cas à une crise systémique ou structurelle car on en viendrait à masquer ce qui est caractéristique des crises modernes, la surproduction. De même, il ne faut pas en minimiser la portée sous prétexte de leur répétition. Marx n'emploie pas le terme de catastrophe en attente d'une crise dévastatrice unique, une nouvelle apocalypse ouvrant la voie à un Armageddon entre le prolétariat et la bourgeoisie, mais dans le sens où, à l'instar d'une catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre, la société est dévastée, mais ici uniquement pour des raisons sociales. Les crises de surproduction témoignent à la fois d'une abondance relative et de l'incapacité de la bourgeoisie et de ses théoriciens à maîtriser le développement des forces productives. Leur répétition n'est pas la répétition du même. Elles évoluent dans leur forme comme dans les modalités de leur déclenchement. Les remèdes mis en œuvre par la bourgeoisie, les évolutions du mode de production capitaliste mettent fin à certains processus, mais la crise emprunte de nouveaux chemins tandis que le développement du mode de production capitaliste crée un potentiel de crise toujours plus important et les modalités de leur déclenchement. La périodicité des crises n'est donc en rien un signe de leur faiblesse ou de leur contingence, comme le voudraient, quand elles ne peuvent plus nier les faits, les écoles fatalistes de la bourgeoisie. Après les rigueurs de l'hiver, il n'y aurait plus qu'à attendre une meilleure saison. C'est la version optimiste du cycle qui sied à la bourgeoisie. Ce serait oublier que le mode de production capitaliste a une dynamique. Ce serait oublier le cours catastrophique du mode de production capitaliste, l'interaction entre les crises du passé et celles du présent, les effets secondaires des remèdes comme facteurs d'aggravation des crises suivantes quand ils n'escomptent pas la reprise de l'accumulation elle-même. Ainsi, sous couvert d'une crise systémique ou d'une crise structurelle, on en revient à attendre la crise. Sous cette apparence de radicalité, nous trouvons autant de concessions aux idéologies bourgeoises. Quant à la récession, concept concocté pour montrer la soi-disant nouvelle réalité des fluctuations économiques, nouvelle réalité qui serait caractérisée non plus par des crises mais par de simples infléchissements de l'activité, elle est devenue par la force des choses et à la grande confusion de l'agent economica, un euphémisme pour désigner les crises. À travers le cycle de crise périodique, se déploie la baisse tendancielle du taux de profit. À un moment, qui n'est pas actuellement atteint, elle peut devenir synonyme pour le capital, de renoncement à sa mission, de mise hors jeu. Mais le développement des forces productives dans le cadre du mode de production capitaliste ne donne que la base matérielle sur laquelle se déroule la lutte entre les classes sociales. La recherche du maximum de plus-value avec ses corollaires, prolétarisation, création d'une surpopulation croissante, concentration et centralisation du capital, impérialisme et développement des antagonismes entre les nations, exploitation accrue et misère sociale, crise de surproduction conduisent à l'exacerbation de la lutte des classes. Bien que la fin de la guerre froide, notamment, ait montré que la bourgeoisie mondiale dispose de grandes capacités pour trouver des solutions qui en restent à des conflits guerriers limités, bien que la dernière décennie ait été la plus pacifique depuis que le socialisme scientifique est né, il existe de nombreux signaux laissant augurer d'une nouvelle époque de guerre et de révolution. Ces signaux sont le retour périodique et visible des crises de surproduction, la remise en cause de la hiérarchie des nations,
incluant la domination des États-Unis sur la planète, la nécessité de faire plier le prolétariat des pays les plus développés et de dégrader ses conditions de reproduction, la nécessité de discipliner le jeune prolétariat des pays qui montent le plus rapidement l'échelle industrielle des nations, les évolutions démographiques mondiales, les perspectives écologiques, les révolutions démocratiques et les autres révolutions pro-capitalistes qui n'arrivent pas encore à cette exigence qu'est la République démocratique, ultime champ de bataille entre le prolétariat et la bourgeoisie. La crise du dollar, la révolution démocratique à venir en Chine, seront autant de jalons de cette époque. Si le prolétariat, et avec lui l'humanité, ne veut pas succomber dans une troisième guerre mondiale, s'il veut trouver une issue positive au cours catastrophique du mode de production capitaliste, il se doit de renouer avec son programme historique, constitution du prolétariat en partis politiques distincts et opposés aux autres partis, conquête du pouvoir politique, exercice d'une dictature révolutionnaire, transition politique de la société bourgeoise vers la société sans classe, le communisme. 3. Le cycle des crises. Le tableau du cycle des crises en annexe 1, chapitre 10.1, donne pour les États-Unis les dates officielles des crises de surproduction et leur durée. Qu'en obtient-on ? De 1933 à 2009, soit en 76 ans, il y a eu 12 ou 13 cycles, soit une durée moyenne de l'ordre de 6 ans. Depuis la fin 1945, soit en 64 ans, le capitalisme états-unien a connu 10 ou 11 cycles, soit encore un cycle d'une durée de l'ordre de 6 ans. Le National Bureau of Economic Research, NBER, a fait des calculs plus précis, sur la base de 11 cycles. Il nous dit que depuis l'après-guerre, selon sa terminologie, les périodes de contraction de l'activité ont duré près d'un an en moyenne, 11,1 mois en moyenne, et les périodes d'expansion près de 5 ans, 58,4 mois en moyenne. Au total, nous avons un cycle d'environ 6 ans. Nous obtenons donc une période d'accumulation moyenne de l'ordre de 5 ans, avec un écart type autour de 2 ans, et une période de crise d'environ 1 an. Nous retrouvons la durée du cycle que nous avons depuis longtemps établie, à partir des statistiques françaises. Il suffisait de lire un ouvrage consacré à la croissance de l'économie française, de Carré, Dubois, Malinvaud, tous éminents membres de l'INSEE, sans se laisser impressionner par l'extraordinaire vulgarité du propos quant au fondement de cette croissance. En bon représentant de la bourgeoisie et des illusions qui peuplent sa pensée, nos économistes avaient souligné que la croissance des années d'après-guerre peut être décomposée en 4 périodes. De 1945 à 1951, reconstruction et redémarrage de l'économie. De 1951 à 1957, premier cycle de l'après-guerre. De 1957 à 1963, deuxième cycle de l'après-guerre. De 1963 à 1969, troisième cycle de l'après-guerre, page 36. Bien loin d'y voir à l'œuvre la caractéristique des cycles et des crises de surproduction, comme pouvait le faire le marxisme, les défenseurs de la société bourgeoisie concluaient : le terme de cycle employé ici ne doit pas faire illusion. Nous ne pensons pas que la croissance française soit nécessairement cyclique et que nous risquons de retrouver approximativement tous les 6 ans des périodes de fort ralentissement de la croissance, page 37. Et pourtant, en dépit de ce que pensaient nos économistes bourgeois mais conformément à la théorie de Marx, c'est ce qui advint. Bien entendu, le cycle des crises n'est pas un mécanisme. Sa périodicité est fonction de nombreux paramètres. Alors que l'astronomie a démontré que même le mouvement des planètes avait un caractère chaotique, il serait absurde de transformer le cycle des crises en une horloge sociale. Cela n'exclut en rien un certain déterminisme, que seule la dialectique matérialiste est capable d'exprimer correctement. La fin officielle de la dernière crise de surproduction, la plus grave de l'après-guerre, date de juin 2009. 6 ans après, l'économie mondiale connaît toujours, globalement, une période favorable pour l'accumulation du capital. Sur la base d'une phase de croissance de 5 ans, avec un écart type de 2 ans, une nouvelle crise pouvait être attendue entre mi-2012 et mi-2016. La date minimum est depuis longtemps dépassée. La date moyenne, mi-2014, l'est également et nous nous rapprochons rapidement de la date maximum. Actuellement, l'expectative règne. D'un côté, on annonce plutôt des perspectives d'accélération de l'accumulation en Europe et aux États-Unis, mais des nuages semblent aussi présents.
Ils permettent à nombre de commentateurs d'affirmer que la crise est imminente. Cependant, ce ne serait pas le premier cycle à dépasser les 7 ans. Le cycle actuel pourrait d'autant plus être dans ce cas que la très grave crise précédente, 2008 à 2009, a engendré une longue période de recouvrement dans un contexte d'accentuation de la concurrence internationale des nations. En dépit des aléas dans la prévision des crises, Marx défendit tout au long de son existence une théorie qui reposait sur la périodicité des crises. Il s'appuiera sur cette analyse pour en prévoir le retour, et il restait persuadé qu'on pouvait approcher ce sujet à l'aide de méthodes mathématiques. À la suite de l'échec final de leurs prévisions lors des révolutions 48ardes, Marx et Engels concluront qu'il existe des crises intermédiaires, susceptibles de limiter l'ampleur de la crise générale. La fréquence et l'intensité des crises de surproduction tendent à être en relation inverse. Nous verrons que l'idée qu'il existe des crises intermédiaires qui peuvent escompter la crise générale est toujours d'actualité. D'autre part, les crises intermédiaires sont une composante de la tendance à la stagnation qui se traduit alors par un allongement du cycle. Dans les derniers cycles où la déflation est combattue par tous les moyens et où l'accumulation du capital présente des tendances à la stagnation, leur espacement est le signe d'une plus lente accumulation des tensions. Mais l'intensité de la crise sera en relation avec cet allongement de la durée. La crise générale sera d'autant plus importante que les digues édifiées depuis des années lâcheront. Si le cycle a tendance à se raccourcir avec le développement du progrès technique et de la productivité du travail, donc, quand le capital mène ardemment la chasse au maximum de plus-value tout en se régénérant rapidement, ce même cycle tend à s'allonger, nonobstant l'effet de la reproduction du capital fixe quand les crises s'aggravent et que les tendances à la stagnation se développent. Cette stagnation s'affirmerait d'autant plus fortement si le taux de profit baissait du fait d'une forme de renoncement du capital à sa mission historique. Le cycle n'est donc pas une donnée mécanique et l'étude de leur périodicité est une matière complexe. Engels avait envisagé leur disparition ou du moins leur allongement au profit d'une stagnation plus ou moins marquée, du fait de nouvelles configurations dans le marché mondial et le déclin concomitant de l'Angleterre. Ici aussi les prévisions d'Engels ne se sont pas réalisées. Ni l'Angleterre ni la production capitaliste n'ont péri et les cycles, pour autant qu'ils aient pour un temps disparu ou été allongés, sont revenus et ont eu tendance à se raccourcir. Nous vivons aujourd'hui, par certains aspects, une situation similaire à celle envisagée par Engels avec le déclin relatif des vieilles nations capitalistes occidentales. Pour que les crises de surproduction puissent se manifester dans toute leur netteté, encore faut-il que leur base matérielle puisse se mettre en place. Or, les effets de la dernière crise sont loin d'avoir partout été résorbés, tandis que l'endettement des États file bon train. Les États-Unis viennent à peine de mettre fin à leur politique d'assouplissement monétaire et continuent à pratiquer des taux d'intérêt très bas. En Europe, c'est une croissance très faible, entrecoupée de rechutes, qui a longtemps prévalu. Le spectre de la déflation ne cesse de menacer, ce qui conduit la Banque centrale européenne à outrepasser ses prérogatives et imiter la politique des autres banques centrales. D'une certaine manière, les effets de la crise de 2007 à 2009 ne sont pas encore résorbés qu'une nouvelle crise frappe à la porte. L'Allemagne, dont on vante tant les vertus, a connu, après 4 trimestres de crise en 2008 à 2009, plusieurs trimestres pendant lesquels le PIB a reculé mais de façon discontinue, deuxième trimestre 2012, quatrième trimestre 2012, premier trimestre 2013, deuxième trimestre 2014 et un taux de croissance annuel déclinant 2011, 3,3% 2012, 0,7% 2013, 0,4%. Des formes de protectionnisme larvé se sont mises en place car le commerce international n'a pas eu de croissance plus rapide que le PIB. Ces derniers temps, les exportations mondiales reculent ainsi que la capitalisation boursière mondiale. 6 ou 7 ans après l'acmé de la crise, une reprise un peu solide semble avoir lieu aux États-Unis qui continuent de vivre à crédit sur le dos du reste du monde, tandis qu'une timide reprise de l'accumulation semble se manifester dans la zone euro où le PIB total y est encore inférieur à celui de l'avant-crise. Le Japon, dont l'activité est soutenue par l'endettement de l'État, a, après la crise de 2008 à 2009, connu une nouvelle crise en 2011 et a rechuté en 2014, baisse du PIB au deuxième et troisième trimestre 2014.
Mais si l'accumulation du capital connaît maintes difficultés dans les pays capitalistes les plus développés, elle progresse plus vite dans d'autres parties du monde. Toutefois, des tendances dépressives semblent se manifester partout. La Chine ralentit fortement, entraînant sur son passage une crise boursière. Les exportations mondiales régressent, la Russie, le Brésil sont en crise. L'inflation ralentit toujours et menace de se transformer en déflation alors même que la masse monétaire mondiale renoue avec la croissance. Ces facteurs laissent penser que compte tenu du délai exceptionnel de recouvrement, en relation avec la gravité de la crise et de la politique menée pour tenter de la juguler, sans préjuger de la qualité de reprise, le cycle en a été allongé d'autant. Sommes-nous pour autant à la veille d'une nouvelle crise de surproduction ? Nous verrons que la conclusion de notre étude répond par la négative. Le cycle des crises de surproduction peut être décomposé en deux parties, une période d'accumulation et une période de crise dont nous avons esquissé les durées moyennes, 5 ans et 1 an. D'autres indicateurs vont nous permettre d'améliorer la prévision des crises et pour cela, nous devrons mieux préciser dans quelle partie du cycle nous nous trouvons. Même pendant les crises, dans certains foyers, l'accumulation du capital continue et de nouveaux capitaux entrants cherchent à se faire une place tandis que dans d'autres foyers, sous l'effet de la paralysie des affaires, des faillites et des pertes qui s'ensuivent, elles s'arrêtent et déclinent brutalement. Inversement, dans la période d'accumulation, il existe aussi des entreprises qui font faillite tandis que d'autres essuient des pertes, sans oublier celles qui cessent leur activité sans pour autant faire faillite, c'est la très grande majorité. Départ en retraite du dirigeant par exemple. Le processus valorisation-dévalorisation du capital est un procès permanent. Dans les périodes d'accumulation, la valorisation et l'accumulation du capital prennent le dessus, dans les périodes de crise c'est l'inverse, la dévalorisation sous ses diverses formes l'emporte. Nous aurons besoin de créer des concepts. Afin de clarifier au mieux notre propos, nous distinguerons au sein des cycles S, des périodes, des séquences, des phases. Une période peut être découpée en séquences et la séquence en phases. En ce qui concerne le cycle des crises, nous le décomposons donc en deux périodes. La période d'accumulation, c'est une période pendant laquelle les économistes parlent de croissance, etc. C'est une période d'expansion, celle où la valorisation du capital et son accumulation prennent le dessus. Cette période ouvre un nouveau cycle de crise puisqu'elle commence avec la fin de la crise de surproduction précédente. La période de crise de surproduction, c'est la période qui clôture le cycle des crises. Les économistes qui représentent la bourgeoisie qualifient souvent cette période de récession. Nous avons vu ce qu'il fallait penser de ce terme. La période de crise se caractérise par le fait que la dévalorisation du capital sous ses diverses formes l'emporte par rapport aux forces vives de l'accumulation, tandis que le taux de profit baisse brutalement. 4. Le cycle des taux et rapports. 4.1 Remarque générale. L'annexe 2 détaille ce que nous appelons le cycle des taux et rapports, taux de profit, taux de plus-value, rapport intérêt sur profit, rapport capital fixe sur profit. Il y est montré que ces taux et rapports parcourent un cycle, et que ces cycles présentent une grande similitude. Une analyse plus précise de ces cycles montre également que le cycle des taux et rapports est décalé par rapport au cycle des crises, et que ce décalage permet d'affiner la prévision des crises. Nous divisons ce cycle en deux périodes, période d'expansion et période de contraction. Dans la période d'expansion, les taux ont tendance à s'élever tandis que les rapports ont tendance à baisser. Dans la période de contraction, nous assistons au processus inverse. Les taux ont tendance à baisser et les rapports à s'élever. Ces phénomènes atteignent le maximum de leur ampleur pendant la période de crise du cycle des crises. Le retournement de tendance nous permet de délimiter le passage de la période d'expansion à la période de contraction propre à chaque cycle, et le passage d'un cycle des taux et rapport à l'autre. Il existe donc deux points de retournement. Le premier se situe pendant la période d'accumulation du cycle des crises. Il met fin à la période d'expansion du cycle des taux et rapports. Quand la précision est utile, nous l'appelons point de retournement de la période d'accumulation. Comme ce point de retournement se situe avant la crise de surproduction proprement dite, il en anticipe la venue. Nous pouvons donc améliorer d'autant la prévision des crises, si nous parvenons à le détecter suffisamment tôt.
Le second point de retournement a lieu pendant la période de crise. Si nécessaire, nous le nommons point de retournement de la période crise. Avec lui, s'achève la période de contraction du cycle des taux et rapports. Un nouveau cycle des taux et rapports peut commencer. D'une certaine manière, comme nous le montrons dans les annexes, et bien que le degré de précision des données soit différent, ce point de retournement anticipe la fin de la période de crise. Le nouveau cycle des taux et rapports précède le nouveau cycle des crises. 4.2 Les périodes d'expansion et de contraction du cycle des taux et rapports. Les points de retournement des cycles des divers taux et rapports présentent une grande proximité, si bien qu'il est possible de déterminer un point de retournement unifié, un point de retournement qui sert de référence pour l'analyse du cycle considéré. Généralement, il y a une très grande correspondance entre les points de retournement des divers taux et rapports. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un point commun. Mais en cas de divergence, nous retenons la série dont le point de retournement de la période d'accumulation est le plus près de la crise de surproduction. Les arguments pour privilégier le rapport IP, intérêt-profit, dans l'analyse du cycle sont exposés en annexe 3 chapitre 15.1. Cependant, comme il s'agit ici de déterminer le point de retournement du cycle qui nous permette d'améliorer la prévision des crises, nous retenons le point de retournement qui est le plus près de la crise, que ce point soit celui du rapport IP ou d'un autre taux ou rapport. Une fois ces points de retournement établis, nous pouvons déterminer avec une bonne précision les périodes d'expansion et de contraction propres à chaque cycle. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après. Les en-têtes de colonne sont les suivants. À cycle, numéro d'ordre du cycle. Les cycles entre 1929 et 1947 sont numérotés en chiffres romains, et ceux de 1947 à nos jours en chiffres arabes. Cette différence tient à la qualité de la précision des données, annuelle pour les premiers cycles, trimestrielle ensuite. B. Date fin expansion. Date harmonisée de la fin de la période d'expansion. La date est exprimée au format plus petit que année, trimestre plus grand que à partir de 1947. Pour les cycles précédents, la date est au format plus petit que année, trimestre plus grand que. Il s'agit alors d'une estimation par interpolation des données disponibles. Dans la période d'expansion, les taux qui étaient au plus bas et inversement pour les rapports qui étaient au plus haut, pendant la période de crise se redressent, baissent pour les rapports, jusqu'au point de retournement de la période d'accumulation. C. Date fin contraction. Date harmonisée de la fin de la période de contraction. Cette période commence à partir du point de retournement de la période d'accumulation et se termine avec le point de retournement de la période de crise. Des durées expansion, durée harmonisée en trimestre de la période d'expansion propre à chaque cycle des taux et rapports. Quand la durée est indiquée entre parenthèses, c'est qu'il s'agit du résultat d'une estimation. Durée contraction, durée harmonisée en trimestre de la période de contraction propre à chaque cycle des taux et rapports. Les parenthèses autour de la durée marquent le caractère estimatif de celle-ci. F. Taux rapport. Taux ou rapport d'appartenance. Cette colonne indique à quel taux ou rapport appartient le point de retournement qui définit la date du retournement de tendance. Quand la date du point de retournement est la même pour tous les taux et rapports, nous indiquons la mention point commun. G. Dpica, date du pic d'accumulation. Date exprimée au format plus petit que année, trimestre plus grand que du pic d'accumulation qui clôture la période d'accumulation. HDIF. Différence entre les deux dates, en trimestre. Durée en trimestre entre la date du maximum de l'accumulation et la date du point de retournement de tendance de la période d'accumulation. Pour les 3 premiers cycles, le calcul est plus approximatif compte tenu de la différence dans la précision des données. 25. Pour la durée de la période d'expansion, nous obtenons une moyenne d'ensemble de l'ordre de 12 trimestres, de l'ordre de 11 trimestres pour les cycles d'après-guerre et un écart type de l'ordre de 8 trimestres. Pour la période de contraction, la moyenne est de l'ordre de 11 trimestres, de l'ordre de 12 trimestres pour la période d'après-guerre et un écart type d'environ 6 à 7 trimestres. Au total, nous avons un cycle de 23 trimestres soit près de 6 ans. Cette durée moyenne est bien entendu identique au cycle des crises de surproduction, mais le cycle des taux est décalé et en avance sur le cycle des crises de surproduction.
Il permet donc de mieux les anticiper. En moyenne, le cycle semble donc partagé en deux parties sensiblement égales. Mais, cette moyenne ne met pas en évidence les évolutions internes. L'analyse détaillée, confère annexe et notamment annexe 6, des cycles montre également que la morphologie des cycles ne reste pas identique. Les grandes moyennes peuvent masquer des évolutions majeures. Dans les premiers cycles de l'après-guerre, la période de contraction semble plus importante que dans les derniers cycles. Dans ceux-ci, en dépit des apparences, la remarque vaut aussi comme nous le verrons pour le 8e cycle, les périodes d'expansion tendent à être plus grandes. Dans le cycle en cours, le 11e selon notre notation, en supposant que la période d'expansion ait pris fin au cours du 4e trimestre 2014, nous aurions une période d'expansion d'une durée de 22 trimestres. Seul, le 9e cycle et le cycle 3 auraient eu une période d'expansion plus longue. Comme nous l'avons déjà souligné, aucune crise de surproduction ne s'est manifestée avant que le point de retournement de la période d'accumulation ne soit franchi. Nous avons donc là un indicateur susceptible d'améliorer la prévision des crises. À cette fin, nous avons retenu comme point de retournement général le point de retournement le plus proche de la crise de surproduction au sein de tous les taux et rapports analysés. Bien souvent ce point est le même pour toutes les séries de données, du fait de l'importance de l'évolution du profit dans la détermination des taux et rapports. Cependant, il arrive que telle ou telle série puisse présenter un décalage par rapport à l'évolution moyenne. Si le point de retournement de la série considérée intervient après le point de retournement le plus commun, c'est ce point que nous prenons en compte puisqu'il s'agit d'anticiper les crises de surproduction. Cependant, les différences entre les divers points de retournement sont très rarement significatives. Le calcul de la distance par rapport au pic d'activité qui constitue le point de départ officiel de la crise de surproduction nous donne, pour les cycles de l'après-guerre, une moyenne de 9 trimestres avec un écart type de l'ordre de 7 à 8 trimestres. Si nous écartons le premier cycle dans la mesure où les données sont insuffisantes, et la deuxième partie du 7e cycle car cette crise n'aurait pas pu être anticipée à partir des méthodes que nous développons, nous obtenons une moyenne de près de 11 trimestres avec un écart type du même ordre de grandeur que précédemment. La prévision des crises de surproduction devient donc un peu plus précise. Le cycle des crises nous donnait un cycle moyen d'environ 23 trimestres pour un écart type de 8 trimestres. La détermination du point de retournement de la période d'accumulation nous apporte donc une aide certaine pour apprécier l'état du cycle de la production capitaliste et pour affiner la prévision des crises de surproduction. 5. Période et séquence du cycle du capital réel. Nous pouvons maintenant confronter les deux cycles que nous avons décrits, et ainsi distinguer un certain nombre de séquences au sein du cycle de la production capitaliste. Nous avons vu que nous pouvions décomposer le cycle des crises en deux périodes. La période d'accumulation. La période de crise. Quant au cycle des taux et rapports, il se décompose également en deux périodes. La période d'expansion. La période de contraction. En confrontant ces périodes, nous pouvons mettre en évidence 4 séquences. Elles ne recouvrent que partiellement les grandes phases du cycle décrites par Marx et Engels, mais cela n'est en rien contradictoire car le niveau de l'analyse est différent. Dans le tableau, nous indiquons entre parenthèses quelle phase du cycle, selon les remarques de Marx et Engels, serait plutôt concernée par les séquences identifiées. Une séquence de reprise, recouvrement, prospérité. Le croisement de la période d'accumulation et de la période d'expansion délimite une séquence que nous pouvons assimiler à la reprise, recouvrement du niveau d'activité antérieur, en général, prospérité. Cette séquence débute avec la complète sortie de crise. La reprise s'affirme et a pris le dessus sur les temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.